Bonjour Suzy, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. On peut pas tout dire, hein. C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce que vous croyez que le monde va mieux? Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Patricia. Elle fait partie de ces femmes dont l'existence est malheureusement marquée par la violence. De l'enfance à l'âge adulte, Patricia nous raconte avec sincérité comment on affronte les tsunamis de la vie, comment on s'en relève et comment on se sauve quand on en a encore la force. Je vous laisse découvrir son témoignage, émouvant, révoltant mais aussi lumineux, et qui nous rappelle surtout qu'une fois, c'est déjà une fois de trop. Ah non, mais non, pas possible. Oh. Ah, ça c'est de la pub par contre. Mais non d'une pipe en bois. Si on est interrompu tous les 2 minutes comme ça, on n'a pas fini, hein. Alors, je m'appelle Patricia. Je suis née à Paris le 18 mai 1955, d'une maman célibataire. Je ne connais pas mon papa. Quand ma maman est sortie donc de ce foyer de fille-mère, hein, elle avait rien, pas de travail, pas d'appartement, pas de. Donc c'est ma tante qui l'a hébergée. J'ai une demi-sœur. On a la même mère. On n'a pas le même père, mais on a la même mère. Mais je voyais quand même ma vraie mère régulièrement et ma sœur, mais on n'a pas été élevés ensemble. Parce que mon beau-père était un alcoolique notoire. Et un jour, il a pris une crise, qu'il était breton d'origine. Il est revenu en Bretagne. Il a trouvé un appartement et il a appelé ma mère. Il a dit à ma mère de venir le rejoindre, mais sans moi. Elle a emmené ma sœur, mais moi, elle m'a laissé derrière elle. Ma mère habitait à Dole de Bretagne. C'est quand même pas très loin d'ici, hein. Et un jour, j'étais en vacances chez elle, et on a croisé sa patronne, parce qu'elle travaillait dans une poissonnerie, et elle m'a dit, surtout, tu dis pas que t'es ma fille, tu dis que t'es ma sœur. J'avais 12 ans, et là, j'ai eu l'impression d'avoir été reniée. Et c'est un sentiment qui ne m'a jamais quitté. J'ai été élevée par mon oncle et ma tante. J'ai pas été élevée par mes parents. Alors donc quand je vais vous parler de ma mère, ce sera plus souvent de ma tante que je vous parle et de mon oncle que de mes vrais parents. Donc j'ai été élevée par mon oncle et ma tante. Ah, j'étais heureuse, hein. J'ai jamais été malheureuse ni rien du tout. La seule chose que j'avais pas, c'était l'amour de ma mère. Parce que ma tante n'ayant pas eu d'enfant, l'amour maternel, elle savait pas ce que c'était. Donc les câlins, les bisous, je suis un petit peu passée à côté. Vous voyez, quand on voit les images d'archives de ces soldats qui rentrent dans Paris, les femmes qui montent sur les chars, eh ben mon oncle et ma tante, ils sont connus comme ça. Eh ben, ils faisaient partie de la division Leclerc et ils ont été les premiers à rentrer dans Paris pour libérer Paris. Il y avait des Américains aussi qui étaient là et ils leur jetaient des chewing-gums, des machins. Et ma mère était montée sur les chars et c'est comme ça qu'elle a connu mon oncle. Après, ils ont été se reposer en Touraine. Non, mais ils avaient mis les grands manteaux, là, les capotes, ils appellent ça des capotes, vous voyez, un casque, et ils ont embarqué ma mère dans le camion en la faisant passer pour un soldat, quoi. Et elle est partie avec eux en Touraine, elle est restée avec mon oncle en Touraine tout le temps qu'il a été démobilisé, quoi. Et après, lui, il est reparti, toujours avec la division Leclerc, et ils ont été délivrés les camps de concentration. Et ça, c'est un truc qui l'a marqué. Beaucoup. Ça l'a choqué parce qu'il a vu des horreurs, quoi. Les camps de concentration, c'était
Les chambres à gaz, les gens, c'était des squelettes. Il me dit, je ne sais même pas comment ils faisaient pour tenir debout. Tellement ils étaient décharnés, quoi. Mais décharnés. C'était des squelettes avec de la peau. Non, il évitait d'en parler. Ça lui ramenait beaucoup trop de mauvais souvenirs, quoi. Et j'ai grandi dans une petite ville dans la région parisienne qui s'appelle Brunoy. J'étais enfant unique, du coup. Alors, qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite? La lecture, j'aimais beaucoup lire. J'aimais faire des puzzles. J'aimais beaucoup jouer dans le jardin. J'adorais être dehors, moi. Alors j'étais une enfant très malléable. Très malléable. Je m'adaptais à beaucoup de choses. J'avais un physique un peu ingrat. Un petit peu, vous savez, la petite boulotte, voilà. Vous savez, la petite boulotte de qui on aime bien se moquer parce que t'es une petite grosse. Voilà. J'étais la bête noire d'une de mes camarades de classe, oui. On en est même venu à se crêper le chignon, hein. Parce que, je vous dis, cette fille, elle arrêtait pas de me casser les pieds, quoi. De se foutre de moi, de me faire tomber dans la cour, enfin bref. Parce que j'étais un peu une victime. Et j'en garde pas un bon souvenir. Je voulais être infirmière. Voilà. C'était un truc, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'a toujours plu, toujours m'occuper des autres. Moi, je suis quelqu'un qui aime les gens. J'aime m'occuper des gens. Et mon oncle avait décrété qu'il fallait que je fasse comme lui, faire du dessin industriel. Alors moi, je suis nul en dessin. Même si c'est des lignes droites, moi, j'aimais pas ça. Donc du coup, ça m'a un peu découragé. J'ai rien foutu à l'école. J'ai redoublé, j'ai passé, je suis sorti de l'école avec mon brevet des collèges quand même. Mais je suis sorti très tôt puisque malheureusement, à 16 ans, je me suis retrouvée enceinte. J'avais 16 ans et il en avait 19. Comme il avait fait des bêtises, ils ont laissé le choix, c'est ou l'armée ou la prison. Donc il a préféré l'armée. C'était un marin qui était dans la marine de guerre aussi. Comme dit ma mère, à force de jouer avec les pompons, voilà. Je ne sortais presque pas. Et enfin, dans ce temps-là, il n'y avait pas les boîtes de nuit, c'était les balles, c'était tout ça. Et moi, j'aime même pas les balles parce que ça finit toujours en... Quand les gens sont un peu éméchés, ça finit toujours en bagarre. Et ce soir-là, il y avait une fête à la salle des fêtes où habitaient mon oncle et ma tante. Et j'ai mon autre oncle, le plus jeune frère de ma mère, qui est venu, qui a dit à ma mère aussi, laisse-la venir avec nous, non. Voilà. Ah, mieux fait de rester couché ce soir-là, je vous le dis. Surtout que dès qu'il a su que j'étais enceinte, il a taillé la route. Je l'ai jamais revu. Je me suis quand même payé le culot de prendre ma fille en photo et de lui envoyer, mais ça l'a pas impressionné plus que ça. Je travaillais toute la semaine à l'usine, et tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, je travaillais en restauration. Je peux vous dire que quand je rentrais le dimanche soir, fallait pas me parler, fallait pas rien. J'étais capoute, quoi. Alors on faisait les fourchettes pour les boîtes de vitesse, pour Peugeot, pour Renault, pour Ford, et puis tout un tas de petits gadgets. Il faisait plein de trucs comme ça. Mon mari, il a travaillé 33 ans dans cette boîte-là. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. On travaillait l'un en face de l'autre. Il m'a fait une déclaration d'amour un jour devant la machine à café. Il m'a dit que si j'étais une tomate bien mûre, il me croquerait. C'est pas une dot. Et j'ai eu, je me suis laissé embarquer dans cette histoire.
C'est une belle histoire au départ, mais c'est une histoire qui a dégénéré et j'ai jamais su pourquoi. Je sais pas, justement. Elle est là la question. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais su pourquoi il avait changé à ce point-là. Je sais pas, je me dis, est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Ou ma maison était toujours bien tenue, j'ai élevé mes enfants, j'ai toujours travaillé. Je sais pas. Ah bah j'avais déjà vécu, on n'était même pas ensemble. Enfin on était ensemble, mais on vivait pas ensemble. Il m'avait mis une gifle un jour, et ma mère m'avait dit, c'est ce jour-là que t'aurais dû réagir. T'aurais pas dû attendre de prendre la deuxième. Et j'aurais pu, mais bon. Parce que quand on est amoureux, on est con. Voilà. Une autre fois, on vivait ensemble déjà, et il m'a laissé dehors un soir jusqu'à 3h du matin. Et combien de fois? Même après, hein. Combien de fois il m'a foutu dehors que je dormais dans le garage avec mon chien. Et les filles avaient interdiction de me venir m'ouvrir la porte, hein. Un jour, je me suis retrouvé dans la voiture, hein. Je l'emmenais au travail le matin pour pouvoir garder la voiture, pour être un peu libre. Il m'a mis un coup de poing dans le bras, j'avais un macaron comme ça. Et je suis allé chez le médecin, et j'étais avec ma fille. Et ma fille a expliqué au médecin. Et elle a dit, vous voyez son bras là? Elle a dit, ça c'est mon père qui a fait ça. Et il m'a dit, vous subissez la torture physique et mentale. Et je crois que la torture mentale, c'est encore pire que tout. Parce que vous savez pas comment réagir. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il dit ça pour vous faire peur? Vous savez pas. Vous savez plus. On est passé par des choses, des paroles, mais les paroles, il y a des fois, ça fait plus mal que les coups, hein. Moi, je ne vivais plus. Vous vivez toujours dans l'angoisse, dans la peur, c'est pas une vie. Une fois, ma fille, la plus grande, cela, il avait fait fort, hein. Il m'avait mis son poing dans la figure, il m'avait cassé le nez, il m'avait cassé 2 dents, et là, ma fille, elle a pris la porte, il l'a rattrapée dehors, elle dit, tu vas où? Je vais à la gendarmerie, je vais porter plainte. Il te l'a fait rentrer. Il a dit à ma fille, à sa deuxième fille, oh mais ta mère, je l'ai jamais tapée, j'ai juste bousculé. Et ma fille a répondu, t'as oublié qu'on était là? Qui c'est qui se mettait entre vous deux? Elle dit, c'était nous, hein. Donc, s'il te plaît, papa, même mes filles, hein, vous savez, elles me disent encore maintenant que ça les a traumatisées, mais elles sont encore traumatisées, et elles seront traumatisées à vie, hein. Bon, ma fille m'a dit un jour, maman, d'être restée avec papa, tu nous as fait plus de mal que tu nous as fait de bien. Et c'est vrai que j'aurais certainement dû réagir beaucoup plus tôt. Je me suis dit, je vais me retrouver où? Dans un foyer pour femmes battues? Et mes enfants? À la DAS? Placés dans des foyers? Ah non. Et donc, si je suis partie, c'est parce que ma deuxième fille m'a dit, maman, si tu ne fais rien, elle m'a dit, moi, je prends mes sœurs et je m'en vais. J'ai dit, non, là, c'est bon, il y en a déjà une qui est partie, mais elle est partie du jour au lendemain, en me laissant une lettre sur la table, comme quoi elle partait faire sa vie ailleurs. Et j'ai été un petit moment sans savoir où était ma fille. Donc, j'ai appelé ma fille aînée, qui était revenue en Normandie à cette époque-là, parce qu'elle était partie en Alsace. Donc, j'ai pris mes enfants, j'ai pris leurs fringues, mes fringues, et je suis parti. Le soir même, il était arrivé chez ma fille, hein. Il a voulu que je revienne et tout. Je suis reparti. Je suis retourné. Il m'avait promis monts et merveilles, qu'il allait changer. Ah, ça a été bien pendant 2 mois, hein. Et puis ça, vous savez, les mauvais défauts, ça revient vite au galop, hein. Et là, la deuxième fois, j'ai dit, non, c'est fini, terminé. Et je suis allé rencontrer le monsieur qui s'occupait de la distribution d'appartements. Je lui ai expliqué mon cas et j'ai dit, si vous me trouvez pas un appartement, moi c'est pas difficile, si je viens planter ma toile de tente devant la mairie. Ah le lendemain, j'avais un coup de fil, comme quoi il y avait un appartement de libre à côté de chez ma fille, bon c'était au 4e, mais je m'en foutais. On a campé, parce que j'avais rien. J'avais pas de meubles, j'avais rien du tout. Je me suis remeublé petit à petit grâce à Emmaüs, grâce à tout ça. On se sentait, mais on avait l'impression d'avoir perdu 10 kilos, quoi.
Et puis cette oppression, cette peur. Une fois qu'il a compris que je ne reviendrai pas et que c'était fini, après on a eu la paix, quoi. On a eu la paix. On aurait dansé de joie. Et il est revenu me chercher, il voulait reprendre ses enfants. J'ai dit, les filles voulaient pas repartir avec lui. Alors elles y allaient, puisque après on a divorcé, le juge voulait qu'elles y aillent une fois tous les 15, comme ça se fait, quoi. Mais elles y ont été 2-3 fois et après elles voulaient plus y aller. Elle a dit, on lui sert de boniche, quoi. On est là que pour lui servir de boniche. Il tapait pas, mais il leur a fait jusqu'à enlever les ampoules dans les lampes de chevet pour pas qu'elles fassent leur devoir. Donc il a fallu que j'aille voir les maîtresses le lendemain. Allez expliquer ça aux gens. C'est dur, parce que vous avez un peu honte, quoi. Vous avez honte de ce qui se passe chez vous. Vous savez, une fois que la porte est fermée, les gens ils voient pas. Hein. Et nous, on avait des maisons mitoyennes. Hein. Et moi, j'avais des voisins. Il n'y en a jamais un qui est intervenu. Jamais. Je me faisais taper dessus, ça criait chez moi et tout. Jamais il y en a un qui est venu voir. Vous voyez, j'aurais pu mourir. Moi, mon mari, c'était l'amour de ma vie et c'est quand même malheureux à dire, hein, qu'au bout de tant d'années de séparation, que j'ai encore de l'amour pour lui. Et j'en ai toujours eu et je crois que j'en aurai jusqu'à la fin de ma vie. C'est le père de mes enfants, c'est l'amour de ma vie, c'est pas le seul homme que j'ai connu mais bon, le père de ma fille aînée, je l'ai connu très peu, c'est le seul homme que j'ai connu, moi. Et pourtant, il m'a fait la misère, mais... Arrêtez de vous laisser faire. Surtout les femmes. Quoi qu'il y a des hommes battus, hein. Mais ce message, ce serait peut-être plus pour les femmes. Hein, partez. Ne subissez pas la violence conjugale. Parce que ça détruit un couple. Ça peut même aller jusqu'à la mort, hein, parce qu'on en voit encore des femmes qui meurent sous le coup de leur mari. Non, partez. Sauvegardez votre intégrité, vos enfants. N'attendez pas, partez. C'est dur de refaire sa vie. Moi, j'ai refait ma vie, j'avais plus de 40 ans, mais ça valait le coup. Ça valait le coup quand même, parce que j'ai retrouvé ma liberté. Et j'ai rendu leur liberté à mes enfants, surtout. Voilà. Je tenais à adresser un immense merci à Patricia pour avoir partagé son récit de vie difficile mais ô combien important. Merci à Martin Poujon pour le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à laisser 5 étoiles. À très vite!